Bonjour Mathias. Je suis ravie de t'accueillir ici sur cette chaîne. Je t'ai invité parce qu'il y a énormément de personnes qui me demandent comment agir aujourd'hui et qu'est-ce qui est possible de faire. Donc les consciences s'ouvrent et on commence à bien prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette gestion du Covid, dans tout ce qui est fait. Et il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment agir. Je suis rentrée ou tu es rentrée en contact avec moi. Donc, c'est toi qui as monté l'action en justice Covid-19. Et je suis ravie de t'accueillir ici pour un échange parce que je pense qu'une des mesures, effectivement, une des actions à mener, c'est une action en justice. Néanmoins, c'est difficile de la mener seule. Et l'avantage, c'est que tu as déjà une structure associative qui fonctionne. Donc, je suis ravie de t'accueillir ici pour pouvoir échanger là-dessus. C'est moi qui te remercie, Céline. Je suis très heureux de pouvoir m'exprimer et qu'on puisse échanger et puis que les gens puissent aussi s'informer et puis éventuellement nous rejoindre. Mm. Donc moi, donc je suis Mathias Lacoste, je suis donc le fondateur et le président actuel de l'association Le Droit de Guérir. Donc c'est une association qui informe et soutient la population sur les maladies émergentes. Et puis, face au Covid-19, avec plusieurs personnes, on a décidé de créer un collectif qui s'appelle Justice Covid-19 et qui a pour but de mettre en lumière la responsabilité des acteurs du scandale du Covid-19 et puis de saisir le fonds de garantie, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans notre discussion. J'aimerais que tu nous parles un peu des enjeux pour toi, de ce qui t'a amené, enfin, ce qui t'a amené à monter cette association. On peut aller le trouver sur ton lien qu'on mettra en commentaire. Mais en tout cas, voilà, quel est l'objectif de cette association et pourquoi tu as vu l'importance pour toi de, euh, de, de- d'agir aussi au niveau du Covid? J'ai connu une errance médicale. Pendant 13 ans, on m'a dit, vous avez telle pathologie. Et au bout de 13 ans, on m'a dit, bah non, en fait, c'est pas ça. Vous avez une maladie de Lyme. Et si vous la traitez correctement, vous allez vous améliorer. Et en fait, on va s'occuper de la source, en fait, du problème réel, en fait, dont vous souffrez. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en fait, tout ce que vous a proposé la médecine, finalement, ça vous a permis de soigner quelque part la symptomatologie, mais pas la cause, en fait. En fait, quand j'ai pris conscience de tout ça, j'ai mesuré l'ampleur en fait du scandale sanitaire face auquel on était, et puis l'impossibilité en fait de guérison pour des milliers et des milliers de personnes, quoi. Et face à cette injustice, moi je pouvais pas rester seul dans mon coin, et puis j'étais confronté à toute cette machine en fait administrative qui me disait mais non, vous n'êtes pas malade, la maladie de Lyme ça n'existe pas, c'est dans votre tête, donc vous allez reprendre le travail, quoi. Donc à partir de là, connaissant tout le scandale autour de la maladie de Lyme, bon, après j'invite les gens évidemment à faire leurs recherches parce que c'est un sujet qui est très vaste. Et si on l'aborde là, il y en a pour longtemps, quoi. Donc voilà, il faut que les gens fassent leurs propres recherches autour de cette fameuse maladie de Lyme. Mais voilà, il y a vraiment un scandale qui est énorme. À partir de là, moi j'ai décidé donc de faire une grève de la faim pour lancer l'alerte en France. Et ça a eu son petit impact. Alors, il y a eu une petite portée médiatique. Il y a eu pas mal d'articles, plus à l'étranger qu'en France. Et puis, il y a surtout des gens en fait, qui m'ont rejoint sur les réseaux sociaux en me disant Mathias, voilà, il faut créer quelque chose, il faut créer une association. Et donc, on a créé l'association Le Droit de Guérir. Parce que, en fait, c'est ce que je demandais pendant ma grève de la faim. Je demandais tout simplement le droit de guérir, quoi. Parce que je considérais que en France, en fait, quand on a une maladie de Lyme, on n'a pas le droit de guérir. Pourquoi C'est tu dis qu'on n'a pas le droit de guérir? parce que tout est fait pour pas qu'on guérisse. C'est-à-dire que tu as des tests de dépistage, par exemple, qui ne sont pas fiables. Donc déjà, avant qu'on te pose le diagnostic, c'est la croix et la bannière, quoi. Donc il va falloir que tu payes de toi-même des tests de dépistage à l'étranger, parce qu'eux, ils dépistent beaucoup plus facilement la maladie de Lyme. Et puis quand tu vas vouloir te soigner, c'est pareil, ça va être très très compliqué, tu vas pas pouvoir te soigner
avec le système de santé français classique, tu n'es pas pris en charge, tu n'es pas reconnu, donc tous les frais sont à ta charge, et puis même presque tu te caches en fait pour te soigner. Voilà. Tu te caches parce que les médecins qui en France prennent le risque de soigner les malades de Lyme sont poursuivis par le Conseil de l'Ordre, sont attaqués par les caisses primaires d'assurance maladie parce que bah, ils n'ont pas le droit de guérir les gens en fait. Donc ça, non, mais ça paraît complètement fou en fait. Mais c'est là où on en est aujourd'hui parce qu'il y a des intérêts financiers énormes, parce que ça concerne beaucoup de gens qui souffrent de pathologies chroniques. Ça peut concerner des spondylarthrites ankylosantes, des polyarthrites rhumatoïdes, des scléroses en plaques, des fibromyalgies. Donc ça concerne, enfin je veux dire, en France, il y a entre 10 et 15 millions de gens qui souffrent de pathologies chroniques. Donc tous ces gens-là, forcément... Potentiellement lié avec une origine de maladie de Lyme? Oui, une origine infectieuse. Une origine infectieuse. Une maladie, elle n'arrive pas comme ça du ciel. Enfin, moi, c'est ce que j'ai cru au départ. Voilà. Pendant des années, je me suis laissé embarquer dans le truc en faisant confiance, en fait, hein, tout simplement. En faisant confiance au système. Ok, on me soigne comme ça, on fait comme si. Bon, moi, j'ai suivi les protocoles qu'on me proposait. Hein. Mais en fait, non, voilà, il y a alors, c'est ce qu'on appelle des infections froides. Donc, c'est des infections qui sont dormantes et qui se réveillent et qui créent toutes sortes de symptômes chez les gens. Quel est le lien que tu fais entre la maladie de Lyme et l'apparition du Covid d'un point de vue non pas médical, mais d'un point de vue gestion? Par exemple, quand Emmanuel Macron fait son discours, un de ses derniers discours, et qui nous dit qu'il s'appuie sur des experts, bah, ces experts-là, souvent, ils sont réunis. Alors, quand tu as une nouvelle pathologie comme ça qui apparaît, bah, ils se réunissent, ils créent des groupes de travail au niveau notamment de la Haute Autorité de Santé. Et à partir de là, en fait, ils sortent des recommandations. Et ils s'appuient sur des avis d'experts, puisque ces experts-là, ce sont des gens qui sont issus du milieu médical, ce sont des professeurs en médecine, souvent, qui sont sélectionnés. Et ces experts-là, en fait, bah, bien souvent, ils font partie en fait, d'associations loi 1901, comme la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de langue française. Donc, en fait, ceux, ils appellent ça des sociétés savantes. Hein, c'est soi-disant des sociétés savantes, sauf qu'en fait, ces sociétés savantes, dans leur démarche, elles ne sont pas réellement objectives. En fait. Elles ne sont pas objectives parce que déjà, elles sont financées. Enfin, on n'est pas très regardant sur la façon dont tous ces experts, enfin, toutes ces sociétés savantes sont financées. Et puis ces experts, aujourd'hui, même s'ils ont une DPI à remplir, une déclaration publique d'intérêt, on n'est pas très regardant non plus sur la façon dont sont remplies ces déclarations publiques d'intérêt, puisque tous les montants ne sont pas déclarés. Donc ils touchent des commissions de laboratoire qui ne déclarent pas forcément. Mais des fois, c'est hallucinant, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on a pu voir dans le Lyme, quoi. Malheureusement, quand tu saisis, et nous on l'a fait, parce qu'il y a des recommandations qui sont tombées sur la maladie de Lyme en 2018, ces recommandations-là, on les a contestées auprès du Conseil d'État, par la voie d'un référé, par la voie d'un recours. Tout a été rejeté parce qu'en fait, les institutions s'appuient sur ces experts-là, en fait. Tu vois. Donc en fait, la boucle est bouclée, quoi. C'est hyper compliqué. Tu rentres dans un domaine où c'est hyper compliqué, quoi, d'arriver à avoir la vérité malgré de la littérature scientifique qui va à l'encontre de ce que ces experts-là disent. Donc même la science, si tu veux, même la science aujourd'hui n'est plus objective, en fait. On le voit bien aujourd'hui, il y a des médecins généralistes qui ont repris leur fonction de base, être auprès de la population, de chercher des solutions pour soigner. Ils ont repris en partie le protocole donné par l'équipe du professeur Raoult en administrant, alors chloroquine s'il pouvait ou pas, mais en tout cas souvent de l'antibiothérapie associée, moi de ce que j'ai lu, hein, de néophytes, avec souvent de la vitamine C aussi en intraveineuse. En tout cas, il y a 2 médecins en Moselle qui ont réussi sur 200 patients dépistés Covid à en guérir en le prenant au début des symptômes 198 et on envoyait 2 aux urgences. Ils se sont fait retoquer par l'ordre des médecins. Ça pose quand même question et on voit qu'il y a un collectif de 1200 médecins généralistes qui se sont montés
pour revendiquer le droit d'exercer leur profession. Donc on voit bien qu'il y a une coupe et une mainmise. Ce n'est plus de la science, effectivement, puisqu'on n'est pas là pour regarder ce qui fonctionne ou pas, on n'est pas là pour comparer avec d'autres pays qui ont agi différemment et qui ont de bien meilleurs résultats qu'en France. On voit bien En fait, qu'aujourd'hui... la science, elle est rentrée dans un cadre, en fait, si tu veux, qui aujourd'hui bloque en fait toute évolution. En fait, enfin, voilà, c'est sous contrôle. Et si tu es un médecin généraliste, si tu veux produire des études, avant qu'elles soient publiées déjà dans les grandes revues scientifiques, ça va être compliqué pour toi parce que tu ne peux pas publier comme ça dans une revue scientifique. On le voit très bien avec le professeur Luc Montagnier et Jean-Claude Pérez. Jean-Claude Pérez, quand il a commencé à chercher à publier son étude sur le Covid-19 en expliquant qu'il avait trouvé des gènes du VIH à l'intérieur de celui-ci, il a été retoqué par des revues scientifiques. On voit bien Oui, que chez nos amis européens, la gestion de la crise peut être complètement différente c'est ça. sans confinement. Je vois par exemple quand on regarde les chiffres entre le Pays-Bas, la Suède et les autres pays européens, l'Allemagne qui a confiné en partie, ils ont de bien meilleurs résultats qu'en France. Et statistiques OMS, le Maroc qui a utilisé l'hydroxychloroquine avec l'antibiothérapie a de bien meilleurs résultats que la France. Mais en France, il y a vraiment une conjoncture très particulière autour de la santé. Ouais. On retrouve exactement en fait les mêmes experts qu'on a dans la maladie de Lyme. C'est exactement les mêmes personnes. Nous, on a construit une plainte, on a déposé une plainte, on a saisi le pôle santé. C'est une plainte contre X, mais à l'intérieur de cette plainte contre X, il y a quand même la liste de professionnels de santé qui font partie des experts qu'on a pu voir à la télé, comme par exemple le professeur Eric Com, le professeur François Bricaire, qui sont des grands détracteurs de l'existence de la forme chronique de la maladie de Lyme. Ouais. Donc, quand on les voyait, nous, à la télé, on savait très bien que, enfin, je veux dire, même, il y a eu des choses qui ont été dites qui sont mais, dramatiques, quoi. On aurait pu, en s'appuyant sur des experts comme ça, forcément, on on pouvait pas, on pouvait pas être dans les clous, quoi. On pouvait pas, on aurait dû anticiper beaucoup plus, en fait, ce qui se passe. On aurait pu l'anticiper beaucoup mieux parce que moi, je suivais l'épidémie du Covid depuis tout début décembre, voire fin novembre, quoi. Avant presque même que ça débute. Voilà, j'ai été informé très rapidement et tous les jours, on suivait l'évolution, on suivait tous les statistiques. Jour après jour, on voyait que le nombre de contaminés augmentait et qu'il y avait un réel problème et que ça allait venir jusque chez nous. Et quand, par exemple, moi j'ai vu Agnès Buzyn pleurer le jour de son départ, je savais très bien qu'elle pleurait pas pour voilà, elle savait très bien pour moi et ça a été confirmé quelques jours après, elle savait très bien qu'elle avait un gros manquement dans tout ça. Donc il y a eu il y a eu un loupé, quoi. Il y a eu un gros loupé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça continue, malheureusement. On le voit très bien sur la gestion des masques. Alors, on n'avait pas de masques, alors on dit à tout le monde non, les masques ne sont pas nécessaires. Et puis, du moment où on commence à avoir une fenêtre pour avoir des masques, on dit que les masques vont être obligatoires dans les transports, que les masques, c'est quelque chose d'utile. Euh, non, enfin, je veux dire, derrière tout ça, en fait, on joue quand même quelque part avec notre santé, comme on fait avec la maladie de Lyme. Il y a des gens qui jouent avec notre santé, et ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas accepter qu'on joue comme ça avec notre santé. On n'est pas des pions. Faut arrêter de nous prendre pour ce qu'on n'est pas. Donc, il faut mener aujourd'hui, il faut mener des actions judiciaires parce que les actions judiciaires, c'est des leviers hyper importants. Il y a quand même une justice en France. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en la justice, ça c'est certain, je l'entends. Sauf que quand vous avez 1000, 2000, 3000, 4000 personnes qui déposent plainte simultanément avec une plainte bien construite, avec des avocats qui ont bien travaillé leur sujet, et c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, à travers notre plainte, ça a de l'impact. Ça a forcément de l'impact.
Aujourd'hui, si on y va individuellement, on est broyé par le système. En revanche, à partir Oui, du moment où on y va sous forme associative et collective, là, ça commence à avoir de l'impact. c'est Et ça. donc, quel est l'objectif de ce que tu as monté pour le Covid-19 en termes d'action juridique? Alors, Justice Covid-19, ça a été créé pour mettre en lumière la responsabilité des acteurs et non-acteurs, on peut dire, mais des acteurs autour du scandale du coronavirus, du Covid-19. Et puis, il y a toute une plainte que les gens peuvent consulter sur notre site internet, donc c'est justicecovid19.com. On le Euh, mettra sous la vidéo. ouais, donc ils peuvent aller consulter ça. Donc il y a cette partie-là, mais la, 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 le petit bonus, on va dire, la particularité sur toute cette action, c'est qu'on saisit le fonds de garantie des victimes. Mm. Et le fonds de garantie des victimes, pour nous, c'était hyper important de le faire parce qu'en fait, le premier préjudice en fait, qu'on a tous subi en France, c'est l'angoisse en fait, liée au Covid-19 et c'est un préjudice qui est reconnu par la jurisprudence. Donc, on peut et on doit être indemnisé pour ce préjudice. Bien Voilà, il n'y a sûr, pas, c'est il y a en pas de raison. entreprise. En entreprise, enfin, moi, ça c'est plutôt ma partie en tant que préventrice. L'employeur a l'obligation de protéger l'intégrité physique et psychologique des salariés. Donc, c'est ce qui a trait au niveau des risques psychosociaux. On est là-dessus, on est sur ce champ-là. Et là, on est tous touchés, que ce soit par la peur, le discours anxiogène qui a été matraqué par les médias de masse, sur les chiffres de morts, les questions qui se posent, qui sont diverses, auxquelles ils n'ont pas répondu, le chaud et froid du gouvernement sans cesse, on fait pas, on fait pas. Enfin, toute cette situation très, très anxiogène, ne serait-ce qu'en termes de médias, effectivement, on est dans une situation d'angoisse. Donc, avec nous ce soir, nous avons Bernard Benayem, qui est l'avocat de Mathias Lacoste et de son association depuis plusieurs années maintenant. Il défend le collectif au niveau de tout ce qui est droit aux soins, droit à la guérison, donc une très bonne connaissance du champ de la santé. Maître Benayem est également l'avocat des victimes des attentats du Bataclan, ce qui est important pour le dossier en fait, et on va le voir et il va nous l'expliquer. Maître Benayem, bonsoir et bienvenue parmi nous. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez bien évidemment quelle est la procédure et quelle action peut être mise en place par l'association de Mathias et qui nous concerne tous et à différents niveaux, et vous allez nous l'expliquer. Mais auparavant, je voudrais que vous puissiez nous transmettre, nous donner votre retour, votre point de vue en tant que citoyen de ce qui se passe actuellement. J'ai deux événements qui m'ont frappé. Le premier événement, je ramène une amie qui vit à Colombes. Je vois des gens faire la queue pour avoir des bouteilles d'eau et pour avoir des œufs. Des mères, des pères qui sont là et qui font des kilomètres de file d'attente parce que ce jour-là, il y a des tickets repas qui sont distribués, ce qui prouve à quel point les gens souffrent. La deuxième chose, ça m'a profondément marqué, profondément frappé, parce que c'est des images que l'on voit comme ça à la télé, sur la crise de 29, aux États-Unis, etc. Mais on ne peut pas s'imaginer qu'au XXIe siècle, on a encore des gens qui sont obligés d'aller faire la queue, pas simplement devant les Restos du Cœur, mais dans la rue, avec des tickets repas qui sont distribués par les mairies pour pouvoir continuer à avoir le minimum vital pour leurs enfants. La deuxième chose qui me frappe, alors peut-être que je vais vous choquer quand je vais vous dire ça aux uns et aux autres, hein, c'est la façon dont tout le monde se vautre, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, à mon sens, hein, dans cette, par exemple, dans ces principes de porter le masque, dont on ne sait toujours pas si ça a une quelconque utilité. Hein. Mais même si on ne sait pas si ça a une utilité, tout le monde porte ce masque, tout le monde se dissimule aujourd'hui derrière ce masque, parce que vous remarquerez, je ne sais pas où vous vivez, mais moi qui vis à Paris, on s'aperçoit que la parole se libère parce que les gens sont masqués. Psychologiquement, ce n'est plus les mêmes. Ils deviennent beaucoup plus agressifs, ils deviennent beaucoup plus revendicatifs. L'autre devient
pour eux un danger potentiel, non simplement un danger médical parce qu'il peut être potentiellement porteur du virus, mais l'autre devient un danger. Et ce masque leur permet de s'exprimer comme ils l'entendent, comme s'ils étaient dissimulés. Il n'y a plus de retenue. Et ça me choque aussi profondément. Et la troisième chose, et c'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui, pardonnez-moi, je parle beaucoup parfois, hein, mais c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, je suis contre toute forme de caricature. Mais je suis contre toute forme de caricature, mais je suis aussi contre toute forme de renoncement. Donc, il faut trouver à la fois un moyen de pouvoir agir intelligemment, efficacement, mais sans rentrer dans tous pourris, etc., dans ces espèces de thèses. Alors, je ne parle même pas des thèses complotistes, mais dans cette espèce de logique qui consiste à penser que de toute façon, tout est pourri, que les politiques sont pourries, qu'il n'y a rien à faire et que voilà, on va laisser les choses en l'état parce que sinon, la seule solution, c'est la révolution. Et d'avoir des positionnements aussi extrêmes, de vivre dans cette espèce de monde magique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un monde magique. Hein, toutes ces thèses, là, tout à l'heure, Mathias m'a envoyé une vidéo d'un de mes confrères, mais il raconte des trucs invraisemblables. On est dans la pensée magique. Dans la pensée magique. Donc, on est en train d'envisager des plaintes d'une autre planète, de crimes contre l'humanité, etc., alors qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus gênantes, qui mettent en évidence les véritables responsabilités pour ce qu'elles sont, en parlant un langage adapté. Si vous dites Macron vous poursuit pour un crime contre l'humanité, vous n'avez aucune chance d'être entendu. Vous avez toutes les chances d'être caricaturé, mais vous n'avez aucune chance d'être entendu. Vous apparaîtrez pour ce que vous êtes, c'est-à-dire un excité qui ne réfléchit pas. Donc ma préoccupation était de trouver une voie judiciaire qui soit à la fois une voie efficace du point de vue de la justice, c'est-à-dire qu'elle puisse aboutir, faire en sorte que les magistrats nous entendent, que la justice nous entende et qu'on puisse arriver au but que nous nous étions fixés. Quelle est une utilité? Parce que quand on agit judiciairement, on n'est pas procureur de la République. On n'est pas là pour demander des peines de prison, des sanctions. On est là pour dire certaines personnes, certains de nos dirigeants, de notre point de vue, mais on n'est pas les seuls à le penser, ont fauté par une désorganisation totale, par un discours évanescent, évolutif, qui a fini par nous mettre dans des situations de danger. Les mesures qui devaient être prises et qui auraient pu contribuer à éviter que ce danger ne soit effectif alors qu'il était imminent n'ont pas été prises. Et les conséquences, on est tous aujourd'hui à les subir. Donc face à ça, deux choses. La première chose, c'est que l'on demande à ceux qui sont en mesure de pouvoir organiser les poursuites, c'est-à-dire le procureur de la République, le parquet, de faire en sorte que ces poursuites aient lieu pour que les responsabilités soient mises en évidence et pour que l'on comprenne ce qui s'est passé, que l'on comprenne pourquoi un matin on nous a dit qu'il y avait autant de masques que l'on souhaitait, un matin on nous a dit que les masques ne servaient à rien, et puis un matin on nous a dit que les masques étaient obligatoires et que celui qui n'aurait pas de masque serait poursuivi et qu'il aurait une sanction de 135 €. Comment on a pu passer dans ces discours évolutifs? Alors on peut toujours venir nous dire que oui, mais la maladie on ne la connaît pas, etc. Mais il suffit de comparer ce qui s'est passé en France et ce qui s'est passé dans les pays étrangers pour savoir que la même méconnaissance n'a pas eu les mêmes effets ni les mêmes conséquences. Et que cette même méconnaissance n'a pas été traitée de la même façon. Donc j'aimerais, moi, qu'on m'explique pourquoi les autres ont beaucoup mieux traité cette méconnaissance que nous l'avons traitée. Et au-delà de cette responsabilité, parce que la responsabilité, ça me va bien, mais ce n'est pas suffisant, que nous ayons, pour ceux qui ont souffert, pardonnez-moi, une indemnisation. Et que cette indemnisation, ça ne soit pas une sorte d'objectif final à 2 ans, à 6 ans, à 10 ans, comme dans l'histoire du sang contaminé, mais que ça soit une indemnisation immédiate.
Cette indemnisation immédiate, et c'est tout l'intérêt de ce collectif, c'est de dire comment pouvons-nous l'obtenir. Eh bien, on peut l'obtenir par un système qui est le système des assurances. Les assurances, de par la loi, ont l'obligation de cotiser auprès d'un fonds qui s'appelle le fonds de garantie. Et ce fonds de garantie est là pour indemniser les victimes d'un préjudice collectif tel que celui-ci. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de coupable. Donc on n'est pas obligé d'attendre la fin d'une procédure pénale avec une décision de justice disant « Oui, monsieur le Premier ministre, vous avez fauté, vous êtes condamné », pour pouvoir obtenir l'indemnisation du fonds de garantie. À partir du moment où la plainte est déposée, et à partir du moment où la situation de victime est reconnue par le dépôt de la plainte, où vous êtes partie civile, à partir de ce moment-là, vous saisissez le fonds de garantie et le fonds de garantie doit vous verser une indemnisation pour le préjudice que vous avez subi. Est-ce que cela signifie qu'il faut avoir subi un préjudice direct? Oui. Est-ce que ce préjudice doit être un préjudice matériel ou physique? Pas simplement. Parce que dans l'affaire du Bataclan, on a vu que la jurisprudence faisait en sorte que soit accordé pour tout à chacun un préjudice qui est lié à l'angoisse, qu'on appelle le préjudice d'angoisse. Et que ce préjudice d'angoisse, il y a forfaitairement une somme qui est attribuée par les tribunaux. Donc, le fonds de garantie a l'obligation de verser une somme de 10 000 euros dans l'affaire du Bataclan ou de 15 000 euros pour ceux qui ont subi ce préjudice d'angoisse. Et ce préjudice d'angoisse, nous l'avons tous vécu. Tous. En regardant la télé tous les jours, avec cette espèce de folie médiatique là, qui est anxiogène au dernier degré, où on ne savait plus si le fait de sortir dans la rue, on n'allait pas contaminer son voisin, si on n'allait pas contaminer ses enfants, si on n'allait pas contaminer ses parents, ce qu'on devait faire, ce qu'on ne devait pas faire, quelles étaient les mesures à prendre, etc. Parce que hormis les gestes barrières qui sont quand même relativement élémentaires, sur le reste, on n'a jamais eu d'instruction claire. Et la peur, la panique qui nous a été communiquée et cette espèce d'idée selon laquelle potentiellement nous étions tous des criminels, ça a quand même été une angoisse que nous avons tous subie. Donc, puisque nous avons subi cette angoisse et que cette angoisse a été provoquée, et c'est le moins qu'on puisse dire, par un discours qui est un discours étatique, qui a été un discours chaotique, entretenu par les médias, nous avons tous la possibilité de demander cette indemnisation pour ce préjudice que nous avons subi, au-delà de tous les autres préjudices, parce qu'il y a tous ceux qui ont été victimes directes du Covid-19, il y a tous ceux qui ont eu des membres de la famille qui ont été victimes du Covid-19, etc. Mais ça, ce sont des préjudices qui se calculent de façon quantifiée, avec des expertises ou pas, qui viennent nous dire quelles sont les conséquences directes ou indirectes. Mais en tout cas, là, je ne parle même pas des préjudices économiques, etc. Ce sont encore d'autres préjudices. Mais ce simple préjudice, qui est un préjudice d'angoisse que nous avons tous vécu pendant des semaines, moi, je pense qu'il faut en demander réparation. Et sans attendre qu'il y ait des responsabilités qui soient établies et que des coupables soient désignés. Ça, c'est l'objectif du collectif. Vous me posez la question, pourquoi un collectif? Pourquoi un collectif? Parce que l'indignation de tout individu, elle est évidente. Tout le monde est indigné. Alors, chacun s'exprime à sa façon. Les gens n'ont pas forcément les mots, ils n'ont pas forcément les réflexes juridiques, ils ont simplement de l'émotion. Donc, il faut mettre les choses en musique judiciaire. Pour mettre les choses en musique judiciaire, quand on ne sait même pas comment on va donner à manger à ses enfants, on ne va pas se dire, tiens, finalement, je pense que Macron, il a géré cette crise n'importe comment, donc je vais aller le poursuivre en justice, je vais aller chercher un avocat et je vais déposer plainte contre Macron. Parce que ça coûte des sommes astronomiques, c'est un stress colossal, et puis c'est un combat qui est totalement déséquilibré. Donc l'idée, c'est de dire, un collectif, c'est quoi? Ce n'est pas une association qui porte une plainte. Ce n'est pas l'association des victimes du Covid-19. Et je suis membre de l'association. C'est de dire, je mets ma voix, mon action, avec d'autres personnes qui souhaitent mener la même action que moi, et finalement les coûts sont mutualisés, ce qui fait que là, en l'occurrence, parce que pour adhérer à ce collectif, c'est 36 €, avec 36 €, ma voix judiciaire, mais pas celle du voisin, la mienne, peut être entendue. Et mon préjudice
peut être revendiquée. Donc, c'est une action qui a l'intérêt d'être portée collectivement par une structure, mais qui reste tout de même individuelle, avec une indemnisation qui est individuelle et avec une plainte qui est individuelle, c'est-à-dire que la plainte porte le nom du plaignant, monsieur, madame, un tel, et non pas du nom du collectif qui ne fait que mutualiser l'action. Ça m'apparaît une façon effectivement d'agir, de ne pas rester simplement spectateur et de dire eh ben, non, qu'est-ce qu'ils nous ont mis sur la tête, mais d'agir véritablement à la hauteur de ses moyens, à la hauteur de ses possibilités et à la hauteur de son émotion. Et c'est cette recherche-là que Mathias a faite, qu'il m'a proposée et que moi je trouve particulièrement intéressante et pour laquelle je le suis dans cette action. Si je résume, donc le fait de se regrouper en collectif permet de mener une action commune, mais où chacun va pouvoir avoir un retour individuel. Vous utilisez une plainte, vous recherchez les responsabilités, mais tout en utilisant le fonds de garantie qui est un fonds versé obligatoirement par les assurances ou qui permet d'avoir des leviers de déblocage rapide d'argent. Et c'est vrai que par rapport à la situation actuelle, il y a beaucoup de personnes, je pense notamment aux petits artisans, aux commerçants qui ont tout perdu pour certains ou qui ne savent pas que si leur activité va repartir, ce qui pourrait déjà être un premier pied à l'étrier. L'objectif, in fine, c'est quand même de rechercher la responsabilité des responsables politiques pour vous. Tout à fait. Moi, vous savez, ce qui m'a guidé dans mon action, c'est que je suis l'avocat d'un grand nombre de victimes du Bataclan, des affaires de terrorisme. Dans les affaires du Bataclan, si on devait attendre que la cour d'assises se prononce sur les responsabilités d'Abdel Salam et des autres, on attendrait pendant des années. Ils vont être jugés peut-être en 2021 ou 2022. Et ça s'est passé en 2015. Donc, il y a du temps qui s'est passé. Donc, on doit attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans. D'accord ? Donc, ma préoccupation, comme dans l'affaire du Bataclan, où là, le fonds de garantie a payé tout de suite l'ensemble des victimes, y compris celles qui n'étaient pas touchées dans leur chair, hein, qui étaient touchées dans leur affect, qui avaient ce préjudice d'angoisse, etc., c'était de dire, trouvons un système pour que les gens soient payés immédiatement. Et ça, c'est le fonds de garantie. Voilà, ça, c'est ma préoccupation. Maintenant, dans l'affaire du Bataclan, ça ne veut pas dire que demain, quand j'irai devant la cour d'assises, je vais dire, écoutez, moi, vous savez, mes clients ont été indemnisés, je m'en fiche complètement et je ne veux pas essayer de comprendre ni ce qui s'est passé, ni savoir qui est responsable. La finalité de mon action, c'est tout de même de mettre en évidence les responsabilités, les complicités et là encore les manquements dans ces affaires-là, parce qu'ils ne sont pas arrivés tout seuls, les gars. Donc, c'est de mettre en évidence tout ça. Là, dans les actions que nous menons, qui sont effectivement une accumulation d'actions individuelles. C'est-à-dire que je n'ai pas le collectif Covid-19 comme client, j'ai les 250 personnes qui ont déposé plainte comme clients. Et chacun, je les connais personnellement et ils m'appellent et ils me disent, et ben pour moi, voilà, il y a ceci, il y a cela. C'est de leur faire obtenir de l'argent tout de suite parce que ça, ils en ont besoin et parce que ce n'est que justice qu'ils obtiennent une indemnisation immédiate. Mais c'est de faire aussi que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, quand enfin les affaires auront abouti, que les responsables viennent nous dire « ouais, c'est vrai que j'ai merdé ». Et c'est vrai que la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, eh ben, j'y ai peut-être un peu contribué. Voilà, c'est ça mon objectif. D'accord, donc c'est un levier à double échéance en fait. Hein. C'est ça. Et donc, à partir du moment où on souscrit à l'association, ensuite, on prend contact avec vous pour pouvoir expliquer ce que l'on a subi individuellement, c'est ça? C'est comme ça que vous procédez? Est-ce que légalement, on peut refuser d'être dépisté? Est-ce qu'on peut refuser d'être vacciné? Qu'est-ce qu'on peut argumenter? Est-ce qu'il y a des textes de loi qui nous permettent de le faire? Est-ce qu'on peut partager des textes qui s'appuient pour lesquels on a… Pour le vaccin, il y a des personnes qui sont pour et c'est OK, mais il y a des personnes qui sont contre. Et ça doit rester… On a le code de la santé publique. On a un code, qui est le code de la santé publique. D'accord ? Le code de la santé publique, là, on est à des années-lumière du code de la santé publique. Hein, à des années-lumière. Hein. Tout ce qui est dans le code, vous pouvez l'oublier. Hein. C'est comme si ça n'existait pas. Donc, le code de la santé publique nous dit néanmoins que si je ne veux pas être traité, je ne suis pas traité. Si je ne veux pas être dépisté, je ne suis pas dépisté. Et si je ne veux pas être vacciné, je ne suis pas vacciné, à moins que cette vaccination soit rendue obligatoire par une loi. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation légale de se vacciner pour le Covid-19, par définition, puisqu'il n'existe pas de vaccination pour le Covid-19. On va voir quelles sont les mesures qui vont être prises. Mais pour l'instant, pour le dépistage, etc., et je ne suis pas le seul à le dire, le Conseil constitutionnel aussi l'a dit, ça va bien 5 minutes, les gars. Il faut s'arrêter. Hein. De temps en temps,
la situation sanitaire ne peut pas tout justifier. Hein. Ça ne peut pas justifier que les gens, on les prenne dans la rue, qu'on les mette le long d'un mur, qu'on leur prélève du sang ou je ne sais quoi de façon autoritaire pour savoir si, par hasard, ils ne contamineraient pas qui que ce soit. Donc non seulement il n'y a pas d'obligation légale, mais je crois qu'il est de notre devoir de citoyen, pour défendre nos libertés fondamentales, de refuser systématiquement ce type de mesures qui sont des mesures à la fois coercitives et dont l'utilité n'est pas démontrée. Si ce n'est encore une fois pour soumettre les masses à un type de raisonnement, de fonctionnement qui consiste à dire, ben voyez, on est là pour vous protéger et vous devez tout accepter pour cette protection. Mais enfin, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? C'est insupportable. Je suis désolé, vous me faites parler ce soir, je vous dis tout ce que je pense, mais c'est insupportable. Moi, je ne supporte pas, alors que je suis parisien, de voir ce qui se passe dans la ligne 13 du métro. La ligne 13 du métro, c'est la ligne de l'enfer. C'est tous les mecs qui habitent dans les quartiers défavorisés du nord de Paris. On les oblige à travailler parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que d'aller travailler, sinon ils ne peuvent pas manger. Ils ont des horaires de merde. Ils n'ont aucune protection, aucune loi sociale qui leur sont applicables parce qu'ils sont vraiment dans des situations où la protection sociale elle est la moins bien partagée. Donc, ils sont obligés de prendre le métro aux heures de pointe. Et en plus, on vient leur dire, non, vous plaisantez, vous prenez le métro aux heures de pointe et vous ne pouvez pas le prendre un peu plus tard, votre métro, ben, je vais vous mettre 135 € d'amende. Mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? On est dans une situation qui n'est absolument pas égalitaire. Il ne faut pas se voiler la face. Elle n'est absolument pas égalitaire, cette épidémie. Elle ne frappe essentiellement que les pauvres, que les quartiers défavorisés. Quand on me dit le confinement, être confiné dans 250 mètres carrés à Neuilly, ce n'est pas la même chose que d'être confiné dans 45 mètres carrés à Saint-Denis avec 7 gosses. Par rapport à ça, moi, ce qui me rassure quand même, c'est que je vois de plus en plus de médecins s'élever et s'insurger contre ce qu'on leur demande via l'assurance maladie. Il y a un collectif de 1200 médecins qui s'est fédéré pour revendiquer leur droit de prescrire, puisqu'on leur interdit aujourd'hui de prescrire des médications qui fonctionnent, et ils le trouvent parce que c'est pas cher, hein, par de l'antibiothérapie et de l'hydrochloroxyne. Est-ce qu'il y a des liens qui sont faits entre vous au niveau avocat, juriste et le corps médical? Parce qu'on voit bien qu'il est temps maintenant de s'unir et de s'associer, de se fédérer pour chacun revendiquer là où il est en fait. Hein. La liberté, elle est là où elle est. Là, vous avez un grand spécialiste de la question devant vous. Là. Le problème, c'est le Conseil de l'ordre. Hein. C'est toujours pareil. Ah, mais il ne passe pas par le Conseil de l'ordre, parce que le Conseil de l'ordre les retoque et leur dit attention, il faut suivre les directives gouvernementales. Mais il ne passe pas par le Conseil de l'ordre, ces 1200 médecins. Ils revendiquent justement contre le Conseil de l'ordre. Oui, mais derrière, ils vont se faire retoquer. Une création vichiste d'ailleurs, hein, le Conseil de l'ordre. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça fait des mois que nous le dénonçons. Oui. Mathias et moi. Ça fait des mois que nous le dénonçons. Il y a quoi dans ce pays? Il y a des gens qui sont censés avoir le savoir. Ce qu'ils appellent la faculté. C'est-à-dire la faculté, chez les médecins, quand vous dites la faculté, tout le monde se met « Ah, c'est la faculté ». La faculté, c'est quoi? C'est des gens qui ont le titre de professeur. Ces gens-là, ils sont une toute petite minorité. Non seulement ils pensent avoir la science infuse, non seulement ils n'acceptent aucune forme d'évolution, ils sont extrêmement conservateurs dans leur tête, hein, mais si jamais vous apportez la moindre contradiction, la moindre évolution, la moindre déviance de leur point de vue, vous devenez un charlatan. Et vous passez devant le Conseil de l'ordre et on vous assassine. Quelles que soient les revendications que vous pouvez avoir. Hein. Vous dites, vous savez, moi je pense que la chloroquine, allez, Conseil de l'ordre, tac. Là, c'est parce qu'il s'est médiatisé et parce que la population est derrière et qu'on ne peut plus rien faire contre lui. Mais dans une autre situation, ce gars-là, il ne serait plus médecin aujourd'hui. Hein. Ouais. Il ne serait plus médecin. D'accord? Parce que les Marseillais, qui ont toujours été des gens très courageux, se sont mis derrière lui et l'ont soutenu. Bon, si ça n'avait pas été ça, on aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charlatan? Vous vous rendez compte, dans une situation anxiogène, des gens qui profitent de cette situation pour se rendre intéressants comme ça, mais c'est très très grave. Il ne mérite pas d'être médecin, il a violé son serment d'Hippocrate.
Voilà le discours qu'on aurait. Ouais. Donc, ce que ça nous met en évidence, cette situation que nous vivons actuellement, c'est que vous voyez tout un ramassis d'idiots là, complètement dépassés par la situation, qui viennent vous raconter tous les soirs des choses qui, le lendemain, sont totalement contredites et qui viennent vous dire qu'effectivement, c'est tout à fait normal que ça soit contredit, puisque eux-mêmes le pensaient la veille alors qu'ils vous avaient dit le contraire, mais ça ne les gêne absolument pas. Ils sont totalement remis en cause et ça a au moins un intérêt, c'est que nous voyons aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent sont quand même relativement incapables de gérer une crise de cette nature, en tous les cas en France, et que ces médecins qui sont censés détenir la science, ils ne sont même pas d'accord entre eux, parce que vous parlez une fois aux généralistes et à ceux qui les représentent, ils vous tiennent un discours, vous parlez à l'Académie de médecine, ils vous tiennent un autre discours, vous parlez à l'ARS, etc. On n'a qu'une bande d'abrutis, d'incapables, qui n'ont pas de politique commune, qui n'ont pas de position commune, qui ne sont pas capables d'avoir une ligne de conduite, une ligne d'analyse. Et vous n'avez que les médecins généralistes qui, depuis des mois, depuis le début de la crise, disent « mais si vous nous aviez laissé faire, on n'aurait pas paniqué, on aurait pris les choses par les problématiques comme elles se posaient, avec des remèdes qui sont connus, qu'on aurait pu utiliser, et on n'aurait pas été confronté à cette situation. Quand vous pensez que ces 2 mois de confinement, on les a subis parce qu'ils avaient peur d'être dépassés du point de vue des lits de réanimation. Alors qu'aujourd'hui, on vient nous dire, mais on n'avait pas besoin de lits de réanimation, on s'est totalement trompé sur le diagnostic, c'était une thrombose. Ce n'était pas du tout un problème pulmonaire, c'était une thrombose. Donc il fallait surtout pas mettre les gens en réanimation sous oxygène. Il fallait leur donner des antibiotiques. Mais vous demandez à n'importe quel médecin généraliste de quartier, depuis des semaines, ils vous disent « non, mais il faut leur donner des antibiotiques aux gens. » Mais on ne nous laisse pas faire. Et on nous demande de rester chez nous. Et on nous demande surtout de ne pas les prendre parce qu'on va devenir un vecteur de contamination. Enfin, vous vous rendez compte un peu de la situation dans laquelle on est? Mais c'est scandaleux. Hein. On est bien d'accord, c'est scandaleux. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous expliquer votre point de vue en tant qu'avocat et défenseur des causes médicales. Donc, on a bien compris, on va mettre le lien sous la vidéo pour se mobiliser et pour pouvoir souscrire à cette action. C'est ensemble qu'on peut y arriver, donc soyons le maximum pour le faire. L'association, pour la rejoindre, ça coûte 36 €. Et ensuite, on a en plus, cerise sur le gâteau, la possibilité d'être indemnisé par le fonds de garantie et dans un deuxième temps, de demander des comptes aux véritables responsables. Donc, je crois qu'une des actions efficaces aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qui m'ont posé la question, je pense que cette association, elle est là, elle fonctionne bien, elle connaît bien le dossier. Donc, diffusons l'information en masse et je crois que c'est comme ça que nous allons tous y arriver en nous regroupant et en nous fédérant. Messieurs, un grand merci à vous d'avoir pris ce temps pour nous expliquer. Merci, avec plaisir. Merci d'avoir mis en place ça depuis des mois et des années parce qu'on voit bien l'importance de se fédérer en tant qu'être humain et de revendiquer nos droits et notre liberté. Merci. Merci à vous.